Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Et aujourd'hui, la revue de presse avec Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Alors, je ne vous demande pas comment vous allez. Ouais, écoutez, ça va, c'est dur. Le mois de novembre, c'est toujours difficile, Ouais, pour tout le monde d'ailleurs. Bah oui, surtout quand on veut faire de la luminothérapie. Oui, c'est ça, voilà, c'est de la luminothérapie. Alors, en fait de luminothérapie, nous allons essayer d'apporter, comme à l'habitude, nos lumières sur les questions bancaires et financières à nos téléspectateurs. Et je dois dire, chers amis, que nous allons faire un petit voyage en absurdie. Oui. Parce que nous arrivons probablement au bout des effets des taux d'intérêt négatifs. Ah non, on n'arrive pas au bout, on est qu'au début à mon avis. Oui, sauf que l'explosion, c'est peut-être pour bientôt. Et qu'il y a quand même des signes d'inquiétude, que ça craque un peu de partout. Attendez, ce que vous venez de dire est intéressant, vous avez parlé d'explosion. C'est pas la grande explosion. En fait, ce qu'on voit là, clairement dans la revue de presse, c'est des petites explosions un peu partout. Voilà. On va y venir. Ouais. C'est des petites explosions, mais une fois qu'on les met ensemble, on voit que ça commence à prendre forme, quoi. Donc ça a déjà commencé. Ouais, voilà, c'est le champignon nucléaire a commencé à prendre forme, on va dire ça comme ça. Notamment dans les assurances vie. Et d'ailleurs, chers spectateurs, vous avez une assurance vie ou vos parents ont une assurance vie, vos frères et sœurs ont une assurance vie. Regardez bien, écoutez bien, parce que là, c'est une question de vie et de mort, c'est le cas de le dire. Oui, assurance vie et mort. Ah oui, on pourrait l'appeler assurance vie et mort. Oui. D'autant que le mois de novembre, c'est là où il y a le plus de morts. Les pompes funèbres, c'est là où elles font leur chiffre d'affaires en général. C'est le mois de novembre. Décembre. Les gens, ils sont. On ne sait pas trop pourquoi les gens préfèrent le mois de novembre pour partir. Voilà. Très curieux. Je ne suis pas sûr qu'ils préfèrent. S'ils avaient le choix. Mais... Oui. En tout cas, vous avez vu que sur toutes les chaînes de télé, maintenant, toutes les pompes funèbres vous font des pubs, etc. Vous allez mourir bientôt, achetez votre cercueil et tout. Incroyable. La totale, choisissez la couleur des poignets. Écoutez, statistiquement... c'est énorme. Ils vous vendent même des cercueils en carton maintenant. Ça, j'en ai parlé, souvent. Sérieusement, ça traduit statistiquement le vieillissement de notre population. Non, mais ça traduit surtout la mort d'une époque, je pense. Oui. Avant tout, c'est ça. Parce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça, même aux États-Unis, même en Angleterre, de voir des pubs pour des pompes funébros qui nous vendent le fait qu'on va mourir et qu'on doit se préparer à acheter notre cercueil. C'est tout à fait nouveau. Il fallait oser. Je vais vous dire pourquoi. À mon avis, c'est parce qu'il y avait un monopole. C'est parce qu'il y avait plus Et maintenant, il y a de la concurrence. Donc, il faut de la publicité. Attendez, les pompes funèbres... je crois que 80% du marché des pompes funèbres appartient à une multinationale du Texas. Ah oui. Ouais, voilà. Oui, les Américains, Américains ont tout racheté. J'en ai parlé maintes fois dans. Il y avait de la concurrence. Il y avait pas de concurrence. Il y en a un peu plus aujourd'hui. Concurrence. Oui, et sans compter que. Le chiffre d'affaires est en augmentation compte tenu de la statistique. Mais nous ne sommes pas là pour parler de la statistique. C'est parce qu'on parle d'assurance vie, donc voilà. par définition... Alors, parlons d'assurance vie. Non, parce que ce qui est triste pour nos spectateurs, c'est qu'en fait, parce que moi j'ai vu des lecteurs, vous savez que je les rencontre dans toutes les signatures, etc. Là, vous étiez... Attendez, je vois des gens qui ont 200 000 sur différentes banques, etc. en assurance vie, ils s'imaginent être à l'abri. Mais c'est aberrant. Mais ils sont fous. Ils sont complètement fous. Alors, ils vont se faire nettoyer. Vous étiez à Châlons-en-Champagne, n'est-ce pas ? Et je peux vous dire qu'à Châlons-en-Champagne, l'air est pur par rapport à Paris. Moi, écoutez, c'est simple, j'étais à Châlons-en-Champagne, j'avais l'impression d'être, je sais pas, à 3000 mètres d'altitude aux Arcs dans les Alpes. Vous voyez, tellement l'air était pur par rapport à Paris et sa région parisienne. Vous étiez dans une bulle. Oui, exactement. J'étais dans une bulle, voilà, Châlons-en-Champagne. J'aime beaucoup Châlons-en-Champagne. C'est très très sympa. J'étais à Cannes aussi. À Cannes aussi. Et là, je peux vous dire que là, question assurance vie, là, ils sont blindés, ils sont très très inquiets. À Cannes, Montsartou, on salue tous nos spectateurs, lecteurs qui sont venus. C'était très très. C'était vraiment sympa. Que se passe-t-il ? Une fois de plus, les taux d'intérêt réels négatifs sont en cause. Nous sommes bien d'accord ? On est tout à fait d'accord. Alors, on va le faire simple. Parce qu'on va revenir quand même aux assurances vie. Au cours de ces 15 derniers jours, au cours des 3 dernières semaines, on a vu 3 explosions. Voilà. 3, les unes après les autres. Alors, la première, c'est
le Crédit Mutuel qui est obligé de recapitaliser de toute urgence. Ça veut dire que en fait, sa filiale l'assurance vie Suravenir, ça s'appelle Suravenir. Tu vois, nous on n'est pas sûr du tout de leur avenir, mais bon, c'est donc 500 millions, c'est-à-dire un demi-milliard. Exactement, 540 millions. Exactement. 540 millions. Ça veut dire qu'il y avait un trou dans la caisse de 540 millions. Voilà, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. La filiale du Crédit Mutuel Suravenir, nous sommes bien d'accord. Qui fait les assurances vie. Ensuite, là, c'était, tiens, je vous le montre. Alors, je rappelle à tous ceux qui, parce qu'il y a des gens qui regardent les vidéos. Ah mais c'est d'où elles viennent vos sources? Non mais alors allez sur quotidien.com, vous avez toutes les sources. Non parce qu'il y a des gens même pour faire un clic, ils savent pas faire un clic sur une souris. Mais tout le monde n'est pas un digital native. Ils sont pas tombés dedans quand ils étaient petits, mon cher Pierre. Alors AG2R la mondiale, vous savez le Tour de France là, les mecs qui sont en train de pédaler comme des fous pour monter des pentes, etc. Alors là, eh bien, ils ont été rincés par les taux négatifs. Alors, parce que là, vous allez vous amuser, mon cher Olivier. Écoutez bien. Alors, assurance vie, l'onde de choc des taux négatifs se propage. AG2R, la mondiale, a placé une émission de dette de 500 millions d'euros pour renforcer sa marge de solvabilité. Oui. La marge de solvabilité, j'adore. Ça fait technique. Ça fait riche. Marge. En fait, les mecs, ils sont morts, quoi. Voilà. Parce que vous remarquez que comme Crédit Mutuel Arkea, c'est 500 millions. Là, c'est 500 millions. Oui, d'accord. Mais frappant, attendez. Oui. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que AG2R, donc, qui a un trou phénoménal dans sa comptabilité, surtout assurance vie, de 500 millions, qu'est-ce qu'ils font? Ils émettent de la dette à l'ère des taux négatifs. Oui, bien sûr. Et que font-ils? Écoutez bien. Parce que qui va acheter de la dette ils ont ce prix-là, en tout cas. Ouais, ils ont mis 4%. C'est-à-dire qu'ils ont émis une obligation sur 10 ans à 4%, 4,375 pour être exact. Voilà. La mondiale a obtenu le taux d'intérêt historique de 4,375. Ce taux est le plus bas enregistré à ce jour à l'émission par un assureur européen sur des titres de cette qualité. Le plus bas de cette qualité en plus, c'est ça qui est. Alors, plus de 10 fois sursouscrite, l'émission a été placée en moins de 3 heures auprès de plus de 250 investisseurs, principalement européens. Voilà. Alors là, c'est génial. Parce que le mec, AG2R, sont bouffés par les taux négatifs. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils émettent de la dette à quasiment 5%, d'accord? J'aimerais bien qu'on m'explique comment AG2R, avec les taux négatifs d'un côté, et le fait d'être obligé de payer 5% sur sa dette de l'autre côté, ça veut dire qu'en fait, ils sont pris en tenaille, littéralement, et AG2R va exploser en plein vol, parce que les taux négatifs, c'est pas fini. Au contraire, ce n'est que le début. Alors, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me pose la question. Moi, c'est aberrant de voir un truc pareil. Oui, mais c'est totalement illogique. Mais est-ce que nous ne sommes pas dans une logique, par contre, de pyramide de Ponzi? Est-ce qu'il ne va pas payer les intérêts avec les souscriptions nouvelles? Ça serait peut-être une solution. Style Madoff, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors attendez. Donc ça, c'est le deuxième. Oui, non, mais c'est un Ponzi. Évidemment que c'est un Ponzi. Voilà. C'est un Ponzi. Voilà. C'est du Madoff. Voilà. Donc là, on a d'un côté, Suravenir du Crédit Mutuel Arkea. Là, on a AG2R. Alors eux, carrément, ils se mettent la corde au cou à 4,375% par an. Faut le faire. Non, mais il faut le faire. Et les mecs, ils font un communiqué de presse pour nous expliquer comment ils vont mourir, quoi. Et ils sont fiers d'avoir survendu leur obligation. Mais c'est dingue. C'est aberrant. J'ai jamais vu ça. Et ensuite, le dernier, alors là, vous allez halluciner, écoutez bien, parce que je crois que c'est la première fois depuis qu'on fait une revue de presse qu'on voit 3 assureurs vie d'un seul coup, en train d'appeler au secours, en train de se noyer et en train de maquiller leur noyade. Tout va bien, nous avons un trou dans notre compta, mais enfin bon, on a émis une obligation à 15% par an. Mais on va mourir, mais dignement. Alors, regardez bien, ça c'est... Le troisième. Le troisième. Alors là, c'est l'unité assurance vie de la Société Générale.
Oui. Alors écoutez bien, là aussi c'est excellent, alors ça vient des Échos, c'est intéressant. Oui. La Société Générale n'exclut pas de recapitaliser sa filiale Assurance Vie. Et voilà. Alors, bravo à la direction de la communication de la Société Générale. Alors, très, très fort. Alors, attends, juste pour votre information, la DIRCOM de la Société Générale a fait un communiqué de presse il y a un mois à peu près. La Société Générale n'exclut pas, hein, donc... Elle n'exclut toujours pas. Elle n'exclut rien. Oui. De taxer... Les comptes. Oui, voilà, de faire passer les taux négatifs sur les clients, plus de Ben voilà. tous ceux qui ont 100 000 euros, indice niqué, voilà. Bah oui, indice niqué. Donc là aussi, donc c'est le troisième assureur vie. ainsi. Alors là, en l'occurrence, Sogecap. Alors eux, c'est Sogecap, c'est la Société Générale, ça, oui, en effet. Ah bah, Alors, c'est en le général, roi des escrocs. Eux. Ils mettent. Ah non, mais attends, moi j'ai des cas d'escroquerie de la Sogecap. Ils vendent une assurance vie à des clients dans une agence de la Société Générale, et ensuite, quand il y a le décès, ils font semblant de ne pas trouver l'adresse alors que la famille est toujours dans la même agence de la Société Générale. Et 20 ans plus tard, on vient de retrouver votre adresse. Ouais. Bon enfoiré. Enfin, il y a des milliers de cas comme ça. mais, Sogecap, c'est les grands spécialistes. Si je peux donner une expérience personnelle, Allez-y. J'ai dû faire intervenir mon notaire pour réclamer ce que je n'arrivais pas à obtenir de la Sogecap, c'est-à-dire l'assurance vie de mon pauvre père. Oui. Et le notaire, évidemment, m'a fait payer le service. Bien sûr. Ce qui nous a coûté, évidemment. Mais il a été efficace. Mais au bout de plusieurs mois d'intervention... Oui, un an, il faut compter un an. En vain. Vous voyez. Mais même chose, si je puis citer un cas que j'ai vécu. Allez-y. Assurance vie, il y a déjà pas mal d'années, informé grâce à un certain Pierre Jovanovic, je décide de renoncer à mon assurance vie. Oui. Chez qui? AXA. AXA, oui. Et voilà que je fais une lettre, puis 2 lettres, puis 3 lettres, puis le médiateur, puis 20 lettres, puis un roman entier. Toujours rien. Une série télé. Ah non. Au bout d'un an et demi, tenez-vous bien, chers téléspectateurs, je m'aperçois que le président d'AXA a une maison, un très beau château, pas très loin de chez moi. Oui, là c'est abusé parce que là vous avez bénéficié d'un effet de proximité. Oui, d'accord. Simplement. Mais qu'est-ce que vous seriez client normal, mon pauvre ami? Oui, mais vous serez en train de courir encore derrière le truc. C'est abusé. J'étais toujours client normal. Je lui fais une lettre. C'est mon métier, je sais. Oui, on est d'accord. Il la reçoit 3 jours après. Je lui ai donné mon adresse mail. Il me dit, je suis bien fâché que mes services n'aient pas réussi à régler ce problème. Ces services sont pendant foirés, oui. Il faut le dire clairement. Moralité, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, mais en l'occurrence... Non, mais Olivier, ce que vous êtes en train de dire là, c'est que là on est en train de donner le cas de la Société Générale via Sogecap. Sogecap, oui. On a donné ici AG2R, j'arriverai jamais à les prononcer, la mondiale. AG2R, la mondiale. Voilà. Et Arkea, Crédit Mutuel. Arkea sur Avenir Crédit Mutuel, et c'est pas fini, parce que moi j'ai pas du tout oublié CNP Assurance, qui est un truc en faillite totale. Alors, CNP, rappelons que c'est la Poste. C'est la Banque Postale, c'est la filiale Assurance Vie de la Banque Postale. Caisse nationale de prévoyance. Et que même l'Argus de l'assurance, qui est un journal professionnel, c'est pas un truc très sexe à lire, l'Argus de l'assurance. mais l'Argus de l'assurance les a descendus en flammes en disant qu'ils étaient en faillite, et c'était déjà il y a 2-3 ans de cela, de mon souvenir. Donc on a quand même 4 grandes entités d'assurance vie en France qui assurent des millions de contrats. Attends, c'est des millions de contrats, ça. Au moins 1 million de contrats. Ou 600 000, je sais pas. Enfin, peu importe. Mais ce sont des familles entières. C'est au moins 2-3 millions de gens concernés. Le portefeuille doit être conséquent. En faillite. Ils sont en faillite. Et au lieu de tirer la sonnette d'alarme, en train de dire au gouvernement, c'est en train de nous bouffer, vous devez faire quelque chose, soit on nationalise, comme on devrait nationaliser les banques, là, parce que maintenant, on est dans une situation... On va revenir sur les banques. On va revenir. Voilà. Mais en tout cas, moi, je le dis, je le redis, et je pense que vous serez d'accord avec moi. Là, vous avez une assurance vie, vos parents ont une assurance vie, vos grands-parents ont une assurance vie. Écoutez, franchement,
faites quelque chose, débrouillez-vous, annulez-la, parce que vous n'en verrez pas la couleur, et ensuite, et si vous continuez, eh bien, il vous faudra batailler pendant un an et demi à coup de lettres commandées, ou faire intervenir un notaire, ou le député du coin, qui sait, enfin bon, je sais pas, simplement pour que vous ayez, pour qu'ils payent ce qu'ils doivent payer, mais c'est absolument honteux. On est dans un système où les assureurs et les banques ne veulent plus rendre l'argent aux déposants, et les assureurs vie ne veulent plus payer les assurances. C'est quand même incroyable. Oui. C'est une faillite totale du système financier français. On le voit. Voilà. Là, vous avez les preuves. Vous avez les preuves absolues. C'est du jamais vu, ça, encore. Et Madame Lagarde nous a dit... Elle nous a dit ceci, soyez contents d'avoir un travail. Bon, évidemment, vous pouvez perdre votre épargne. Ah non, mais elle a été géniale. Non, Madame Lagarde, elle a été absolument géniale. Incroyable. Non, mais, attendez, on va voir l'extrait derrière nous. Hein, on va voir alors. Phrase exacte. Attends, c'était quand? Alors, je vais quand même le dire. Alors, c'est notre lecteur, Monsieur Abdelhakim. Là, il avait écouté la première interview de Christine Lagarde en tant que, on va dire, futur numéro 1, c'était à 2 jours de sa nomination. 1er novembre. Réalisé par les journalistes gnangnan de RTL qui parlent comme s'ils s'adressaient à des enfants de 3 ans en leur racontant une histoire pour dormir. Et surtout pas de questions gênantes. Hein, bon, ouais. Bref. Alors, notre lecteur fait ce constat. Voilà, à peine nommée à la BCE, la délinquante Christine Lagarde annonce la couleur. L'épargne des Français va morfler. Ce n'est pas la République qui est en marche, mais la mise en esclavage. Fini les projets ou rêves à réaliser en épargnant le peu d'argent que vous aviez économisé à la sueur de votre front. On va obliger les peuples à bosser et à consommer tout de suite et maintenant. Et on se dit en démocratie. Voilà, donc, alors Madame Lagarde commence son discours, vous allez l'entendre, en se félicitant du travail des gouverneurs des banques centrales depuis 2008, alors que ils n'ont fait qu'une action criminelle. On va revenir avec Ambrose Evans-Pritchard. Oui, très bien, oui, ceux qui, avouez-le, ne manquent pas d'hypocrisie, sachant que l'Europe en 2019 se trouve dans une situation pire qu'en 2008. Ouais, c'est quand même énorme. Ouais. Attends, toutes ces faillites là d'assurance vie, on les a pas vues en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Hein, c'est maintenant. Voilà. Alors, Madame Lagarde oublie également que des analystes sous son autorité ont avoué s'être totalement trompés sur la Grèce, sur d'autres pays, via le FMI. Et elle ajoute, il n'y a pas de récession de prévue par le FMI. Christine, arrête tes conneries là, franchement, là, suis la revue de presse, quoi, fais un effort. Non, mais attends, là, elle abuse, là. Attends, je sais pas ce qu'elle fume, mais c'est du bon, hein. Attends. En quoi le FMI peut-il prévoir les récessions? Non, mais le FMI n'a jamais rien prévu du tout. C'est une bande de crétins, de fonctionnaires exactement comme tout ce qui est organisation internationale. De toute façon, ça sert à rien. L'économie n'est tout sauf une science prédictive. Et c'est d'ailleurs pas une science. Mais alors, écoutez, alors voilà ce qu'elle dit. On sera plus content d'avoir un emploi que d'avoir une épargne protégée. Et c'est salutaire comme choix, parlant, elle dit ça, parlant des choix de politique monétaire de Monsieur Draghi. Et bien sûr, elle s'est gardée, je n'ai pas fait exprès, de commenter les taux négatifs que la folie de la Banque Centrale Européenne et de la Fed ont déclenchés, sans que les 2 journalistes vendus de RTL la reprennent à nouveau sur ce sujet. C'est quand même incroyable. Mais pire encore, c'est quand même incroyable. Les mecs, ils sont là, ils l'ont en face d'eux. Ils osent même pas lui poser la question sur les taux négatifs. Non mais j'y crois pas, quoi. C'est énorme. Pire encore, elle est en train, non seulement elle méprise les épargnants, mais en plus, elle est en train de nous dire... Bonjour les gueux. Oui, mais elle est en train de nous dire ceci. C'est que... Adieu votre épargne. Elle est en train de nous dire que finalement, eh bien, c'est la BCE qui va financer les investissements, qui va financer les salaires. Non, mais attendez, elle est en train de dire... préférer les salaires à l'épargne. Non, mais attendez, elle est en train de dire pire que ça. Elle est en train de te dire, bon, vous la fermez, vous avez un boulot, soyez heureux d'avoir un boulot, et votre épargne, on va vous la nettoyer, mais c'est ou ça, ou votre emploi. Voilà. C'est grosso modo, c'est ça ou ça. Hein, c'est la peste ou le choléra. C'est ce qu'elle a dit, clairement, nettement. C'est dingue. Mais depuis quand la BCE crée-t-elle des emplois? Non mais attends, depuis quand la BCE décide de la politique économique d'un pays quand même? Mais bon, maintenant les gouverneurs de banques centraux. Et alors tiens, justement, ça serait intéressant de revenir à ce que dit Ambrose Evans-Pritchard. Je sais pas si Ambrose Evans-Pritchard est un conseiller que vous consultez souvent. Ah, c'est pas un conseiller, c'est le rédacteur en chef économique du Télégraphe de Londres que je connais. Voici ce qu'il dit. Voilà, je l'ai. Alors, vous l'avez.
Oui, alors franchement, parce que tout ça c'était en même temps. Hein. Et en fait, Ambrose Evans Pritchard, lui, parle du rôle criminel des banques centrales. Voilà. Il dit, en tant que gouverneur de la Banque d'Italie, de la Banque centrale italienne, et ensuite, et membre de la BCE, Monsieur Draghi a aidé, à rédiger le traité secret. Hein, c'est un traité sur de Monsieur Trichet. Ça s'appelle la lettre Trichet. Hein. C'est genre lettre de cachet, tu vois. Voilà, on va le tuer. Hein. Lettre de Trichet. C'est un peu comme dans La Folie des Grandeurs, là, tu sais, les mecs quand ils sont là dans leur avec la machina infernale. Ouais. Alors, il nous dit, voilà, en fait, c'était pour faire tomber Silvio Berlusconi en 2011. Parce que Silvio Berlusconi défendait les intérêts du peuple italien et il voulait pas que les Italiens se fassent ratiboiser par la Banque Centrale Européenne. Eh ben, ils l'ont dégagé et ils l'ont obligé. C'est la BCE qui a obligé l'Assemblée italienne à voter des lois pour changer les lois du travail, exactement comme en France. Hein. Ouais. Pareil. Ensuite, il y avait une autre lettre de cachet secrète qui a été envoyée au Premier ministre espagnol, demandant à ce qu'il change immédiatement la Constitution. Rien de moins. Oui. Voilà. C'est pas moi qui dis ça, c'est Ambrose Evans Pritchard. On pouvait le voir, c'est dans le Télégraphe. Dommage que le reste des journalistes économiques européens n'aient pas eu le même courage que Ambrose Evans Pritchard et votre serviteur, pour le coup, pour dénoncer les dérives fascistes de la BCE. Attends, moi j'attaque la BCE, mais depuis le début, parce que c'est des criminels. Il n'y a pas d'autre mot. Ce sont des criminels. Voilà. Mario Draghi devait être devant la guillotine. Il faut ressortir la guillotine. Attends, 500 millions de personnes ont été plongées dans un drame économique. Mario Draghi a à peu près 100 000 suicides. Il est responsable de 100 000 suicides sur sa tête. C'est quand même incroyable, quoi. Et ces mecs-là, moi je suis Goldman Sachs. Attends, vous avez vu le mec ? Attends, on a l'impression. Je sais même pas s'il lui reste un peu de testostérone, le mec, hein, parce que ça fait quand même. Je l'ai suivi pendant 4 ans, 5 ans. J'ai toujours l'impression d'avoir. Vous savez, un transgender, c'est l'impression que c'était une femme dans le corps d'un homme, hein, mais plutôt. Bon, enfin, bon, alors, je ne dis rien. On change de sujet. Maintenant, non, vous changez pas de sujet. Alors avec Christine Lagarde, c'est un homme dans le corps d'une femme ou alors ? Non, Christine Lagarde, elle est très soumise. Elle aime bien Christine. On a ces lettres, on a les lettres qui ont été publiées. Oui, je pense que c'est Le Point. Qu'on voit sur votre... où elle écrit à Nicolas Sarkozy. Oui, je serai ta servante. Enfin bon, manifestement, elle doit aimer être un peu fouettée. Je sais pas. Bon, ceci ne nous regarde pas. Ceci ne nous regarde pas. Voilà. Alors, je continue avec Ambrose Evans Pritchard. Et dit, voyez comment la Banque Centrale Européenne de M. Draghi a eu la peau des Grecs une seconde fois. Dans le cas de la Grèce, M. Draghi a agi comme le gendarme de l'Union européenne, en mettant à genoux les rebelles de Syriza. Voilà. Il a littéralement resserré les taux d'intérêt sur la Grèce en février 2015. Donc du coup, le pays ne pouvait plus avoir accès à aucune fenêtre de financement ou de refinancement, c'est ce que dit Ambrose. Et ensuite, ils avaient plus. C'était soit la Grèce déclarait faillite, etc. Et c'est ce qu'a fait Syriza, qui était un traître. Et moi, je l'avais dit à l'avant. Je me souviens, je l'avais dit dans une revue de presse qu'il allait trahir le peuple parce qu'il ne pourrait pas tenir vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. Voilà, c'est c'est elle qui pilote l'Europe. Et c'est l'origine de la démission de Varoufakis. C'est pour ça que Varoufakis, mais il a démissionné. Varoufakis, c'est un fou furieux, lui. Varoufakis a réussi à vraiment. Autant les gens étaient dans les réunions. À Bruxelles, à Francfort, autant ils voulaient trouver des solutions plutôt, mais Varoufakis les a tellement énervés, il les a tellement énervés avec ses leçons de prof d'université, etc. Le monsieur je sais tout, etc. Qu'en fait ils ont décidé de le flinguer, exactement comme les Américains ont décidé de flinguer les man. En fait il a obtenu le résultat inverse. Donc bravo Varoufakis, hein, mais comme tous les mecs d'extrême gauche, hein, mais genre Mélenchon, hein, c'est le mec qui donne les grandes leçons, etc. Et puis en fait qu'ils obtiennent l'effet inverse de ce qu'ils veulent. Voilà. Donc c'était sur le Télégraphe de Londres. Voilà. Il suffit de fermer les robinets financiers et tous les chefs de gouvernement se mettent à ramper.
Oui, à qui ramper, rampent. tout simplement. Qui rampent. Surtout les gens de gauche. C'est surtout les gens de gauche, ils aiment bien ramper, hein, les gens de gauche. Hein. C'est très très marrant, hein. Syriza, Mélenchon, etc. C'est vraiment génial, quoi. Je trouve ça grandiose. Voilà. Donc, Madame Lagarde s'est adressée aux gueux. Hein. Oui. Alors, vous connaissez la capitale des gueux? Ça vous savez? Périgueux. Ah, d'accord, bien sûr. Mais Voilà. les Périgourdins vont pas être contents. Ah là. attendez, moi j'adore le Périgord et qui plus encore Périgueux. Hein, franchement, c'est une très très jolie ville. Mais littéralement, Madame Lagarde s'adresse aux gens en disant soyez contents d'avoir un boulot pour votre épargne, on s'en tape, on va servir dessus. Mais waouh! Et donc, juste pour finir sur Madame Lagarde et Périgueux, enfin, pardon, pas Périgueux, mais les Gueux, la capitale des Périgueux, même le FMI, figurez-vous, mon cher Olivier, a découvert les taux négatifs. Attends. Ils viennent de découvrir les taux négatifs. Les fonctionnaires du FMI. Putain, les mecs, ça leur prend 10 ans pour arriver au cerveau. C'est grave. Et donc, ils ont pondu un PDF. Alors, vous avez le lien sur leur revue de presse. Vous pouvez la télécharger, la lire. Et les mecs, ça y est, ils ont fait une analyse des conséquences des taux négatifs. Eh ben, nous aussi, nous allons faire. C'est comme si les mecs à Hiroshima, vous voyez, c'est après l'explosion. Alors, nous allons faire une étude sur les conséquences éventuellement néfastes d'une explosion nucléaire. D'accord. Eh ben, nous allons faire une étude sur les conséquences des taux d'intérêt négatifs après la pause. Ah ben, ça va être sanglant. Suite du voyage en Absurdie. Oui, ça c'est de l'absurdie, ouais, c'est clair. Avec Pierre Jovanovic, mais il n'était pas besoin de le dire. Pour ceux qui s'interrogent sur la réflexion que nous allons faire en première partie, la caution nous vient directement de deux banques centrales. La Banque centrale de Hollande et la Banque centrale d'Angleterre ne disent pas autre chose en termes plus modérés, plus polis, que ce que Pierre Jovanovic vient de dire, à savoir que le système économique est en train de s'arrêter, mais il trouve un prétexte quand même. Il trouve un prétexte pour dissimuler tout ça. C'est de la faute au climat. Voilà, c'est ça. Ça, alors, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, non, mais c'était extraordinaire parce que il y a eu deux communiqués comme ça qui se sont croisés à 2 jours d'intervalle. Il y a eu la Banque centrale d'Angleterre via Mark Carney, donc son gouverneur de banque centrale qui va être remplacé prochainement, et bien entendu par la Banque centrale de Hollande. Alors, je vais commencer par la Banque centrale de Hollande, qui, alors les Hollandais ont toujours compris ce qui se passait. Hein. Ils ont toujours été en avance. Il y a le fameux épisode que j'avais chroniqué il y a 3 ans, où Mario Draghi est apparu devant tous les parlementaires hollandais, spécialistes de la section finance, et donc grillé, mais grave, quoi. Le mec, ils l'ont explosé. Ils savaient même plus quoi leur répondre, quoi. Donc, aujourd'hui, la Banque centrale de Hollande constate l'effondrement du système, du moins l'arrêt lent, et donc ils disent, la chose suivante, c'est que, en fait, à un moment donné, il va falloir que ça redémarre. Hein, voilà. Il faut que ça redémarre. Il faut que ça redémarre avec de l'or. Il n'y a que ceux qui ont de l'or, des lingots d'or, donc vous avez entendu une banque centrale remplie de lingots d'or, etc., et les privés, les particuliers, qui pourront faire redémarrer le système économique pour lui redonner la confiance. Ça c'est la Banque centrale de Hollande. Donc déjà, rien que d'entendre une Banque centrale de Hollande parler ouvertement d'or, waouh, c'est déjà une gifle à la Banque centrale européenne, clairement. Bien sûr. Et ensuite, deuxième couche, alors ça c'était beaucoup plus drôle, c'est la Banque centrale d'Angleterre. Donc, Bank of England warns of an abrupt financial collapse due to climate emergency. Voilà. Alors, autrement dit, le système financier mondial va s'effondrer à cause du climat. Voilà, ils ont trouvé le coupable. C'est pas les banques, c'est pas les CDS, c'est pas Blight Masters, ni la JP Morgan, ni tous ces banques d'escrocs. C'est pas les taux d'intérêt négatifs. C'est Dieu, en fait. Oui.
C'est Dieu, n'oubliez pas. Les assureurs appellent, quand il y a la foudre qui frappe une voiture en plein milieu de la campagne, ils appellent ça un acte de Dieu. Hein, voilà, c'est un... Oui, mais non, mais attendez, Pierre, vous n'avez pas compris. C'est Dieu qui vient d'exploser le système financier. Ils disent à cause du climat, mais à cause du climat des affaires, voyons. Oui, c'est ça, à cause du climat... Non, mais c'est incroyable. C'est extraordinaire, ça. Alors, vous savez qu'à propos des Attends, Hollandais... je vous donne ça, oui. Mais à propos des Hollandais, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le président de la Banque de Hollande est en révolte contre Mario Draghi et contre Madame Lagarde, hein, ainsi qu'un certain nombre d'autres banquiers allemands qui ont dit arrêtez la planche à billets. Arrêtez la planche à billets. Ouais, ils sont pas prêts de l'arrêter, parce que là, ils sont à 20 milliards par mois. La Fed est à 80 milliards par mois. Et on ne parle pas du 1,5 trilliard qu'ils ont balancé là au cours des 4 dernières semaines pour sauver Wall Street tous les matins à 8 heures. Donc, cette folie de la fausse monnaie qui continue à se déverser va accentuer, bien entendu, les taux négatifs. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Syracuse. Je pense qu'on a dû... vous avez dû le voir, parce que ça a été publié... La première fois que ça a été publié, c'était en 1966. On en a parlé, oui. Non, mais c'est une étude un peu sur l'histoire des taux. C'est l'histoire des taux d'intérêt. Oui. Alors c'est assez vertical. Hein, ça vole haut. Ça vole haut. Oui, mais j'aimerais voir Syracuse. En intérêt, voilà. Ça vole très haut, mais c'est extrêmement intéressant parce que ils vous donnent les taux d'intérêt que pratiquaient sous Caligula, sous Néron, tout au cours de l'histoire. Mais ce qu'on voit clairement, c'est qu'il n'y a jamais eu de taux d'intérêt négatif. Point barre. Donc c'est une première de l'histoire mondiale. Et c'est pour ça que je vous dis, on vit des temps extraordinaires. Et ça va nous donner des scénarios. C'est des scénarios totalement imprévisibles. Mais c'est ce que nous disent les deux banques centrales. C'est la fin d'une ère. Voilà. Alors il y en a un qui dit c'est à cause du climat, l'autre qui dit de toute façon ça va exploser. Il n'y a que l'or qui va le faire de redémarrer. Ouais. Mais les deux sont d'accord. C'est la fin du système économique. Ouais. Et ils attendent en fait. Ils vont faire payer. Ils ont décidé de sacrifier la totalité des classes moyennes sur l'échafaud, tout simplement. Ouais. C'est ce que ça confirme ce qu'a dit Madame Lagarde. Oui. Hein, les gueux, soyez contents d'avoir un boulot et fermez-la. Voilà. Vos économies, on s'en tape, on va vous les prendre. Voilà. Et les taux négatifs n'est ni plus ni moins, on en a déjà parlé ensemble, qu'un nouvel impôt, une sorte d'impôt, de méga-impôt, uniquement pour la Banque Centrale Européenne ou pour la Fed américaine. Et qui ne détruit que les plus pauvres. Et les classes moyennes et même les cadres moyens et les cadres supérieurs sont victimes de ça. C'est une forme d'impôt. C'est une forme d'impôt, oui. Comme dans l'autre sens, l'inflation est une forme d'impôt aussi, bien entendu. Vous savez qu'à propos du caractère totalement imprévisible de ce qui est en train de nous arriver, même M. Minck et même M. Attali s'en sont aperçus, eux qui étaient les gourous du printemps. Ne nous parlez pas de ce bande d'enfoirés. Je savais que je vous ferais réagir. Entre Minck et Attali, non, là, ils nous ont dit que non, là, je peux plus les voir. Le simple fait d'entendre Minck, Attali, j'ai envie de ressortir la guillotine aussi, là, pour le coup. Hein, parce que la manière dont ils ont mené les Français dans le mur depuis 2008, mais c'est abusé, quoi. Et pour nous dire maintenant qu'ils ne savent pas comment on va sortir. Oui, parce que maintenant, ils vous disent le contraire, mais on vous l'avait dit, hein, qu'ils réduisent. C'est ça qui est génial, en plus. Alors, je termine là-dessus. Alors, c'est le Guardian, hein, je veux dire. Alors, il dit, Mark Carney a déclaré que le... Patron de la Banque Centrale Européenne. de la Banque Centrale Anglaise. Pardon. Voilà, que les marchés représentant plusieurs trilliards de dollars, hein, de capitaux internationaux, vont littéralement s'écrouler si la température monte de 4 degrés. Ah oui, d'accord. Bref, je vous résume. Hein, vous trouverez ça dans le Guardian. Alors, j'ai résumé ça à ma façon. La pluie affecte les liquidités bancaires et leur fausse monnaie maintenant. Point d'interrogation. D'accord, le mec, il nous prend vraiment pour des billes, quoi. C'est incroyable. C'est pitoyable. Et la pleine lune, hein, parce que ça, on a la pleine lune. Est-ce que la pleine lune affecte les marchés, quoi? C'est pitoyable. Non, mais c'est une question pertinente, finalement. Hein. Voilà. Et ensuite, donc pour revenir à la Banque of Hollande, là je vous le dis dans le texte, if the system collapse, ouais. Hein, donc tout le monde comprend, collapse, hein, ouais. Hein, c'est comme un échafaudage, vous voyez, collapse. La collapsologie. Voilà, collapsologie. The gold stock, donc le stock d'or, can serve as a basis to build it up again. Donc, pour rebâtir un nouveau système. Pour rebâtir le système, voilà. Gold bolsters confidence in the stability of the central bank balance sheet, blablabla. Bla, bla, bla. Si je traduis tout cela en langage clair, à ma façon, hein, à la Jovanovic, comme on dit, le changement du climat va amener un retour au standard or.
ben vous voilà. avez simplifié l'équation. J'ai simplifié l'équation. Voilà. Alors, on a parlé le changement du climat amène le standard or. Non, mais fallait le faire. Ouais. Jamais j'aurais imaginé pouvoir sortir un truc pareil, un raccourci semblable. Hein. Alors, et mon tu cher sais, Pierre. si je suis partisan. Oui, je sais que vous êtes partisan. Vous savez ce qui s'est passé à Moscou? Les douanes, en fait, ils ont trouvé il y avait une dame qui avait dissimulé 2 kilos d'or dans ses escarpins. Dans ses escarpins. Bon. Alors, ils l'ont repéré parce qu'elle avait du mal à marcher. Elle avait une démarche un peu lourde. Une démarche un peu lourde, ouais. Quelle idée. Attends, Mais attendez, c'était pour les sortir ou pour les entrer? c'est pour les sortir, je crois. Ah bah, Enfin, c'est oui, pour les parce que- sortir de Chine. Je crois que c'est une chinoise. Je crois que c'est pour les sortir de Chine et pour ouvrir un compte en Russie. Surtout si ou les je sais pas quoi. Chinois ont des petits pieds. vous avez compris. Ouais, voilà. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, dans le genre, Alors, si on a le fétichisme de l'or et des talons aiguilles, alors là, c'est le bouquet. C'est le cas de le dire. alors justement, on parlait de la révolte des banquiers centraux Oui. contre les... Enfin, la révolte des banquiers centraux. révolte. Là, quand je dis Sauf- révolte, Oui. c'est, Enfin, disons, mais nous allons mécontent. cligner des yeux 4 fois plus vite. C'est ça la révolte des banquiers Oui, centraux. mais les Allemands sont en première ligne. Flûte. Pouf. Les Allemands sont en première ligne dans cette affaire. Or, ils ont quand même de bonnes raisons, puisqu'aujourd'hui... Mais les alors, Allemands n'ont plus aucun pouvoir, comme la France n'a plus aucun Oui, mais- pouvoir, on le voit bien. Pensez à la Deutsche Bank. Oui, alors justement, tiens, Oui, bah justement, je oui. vous ai, à vous l'honneur. Voilà. À, Eh à bien, vous, à vous l'honneur. la Deutsche Parce que Bank, c'est tombé hier, ça, hein, oui. ou avant-hier, hein, je Oui. ne sais plus, ou C'est- vendredi. Vendredi. Après avoir échoué à fusionner avec la BNP, On en a parlé. Oui, bien on sûr. en a parlé ensemble. eh bien, la Deutsche Bank, qui a perdu 4 milliards d'euros... Là oui, oh, oui. oh, je sais pas si... Attends, 4 milliards d'euros, une banque qui perd 4 milliards d'euros. Waouh. Et le ministre des Finances allemand est montré au créneau pour demander, évidemment, la solidarité européenne. Exactement. Alors, Et je ça, vais nous c'est reprendre la parce que... mutualisation, en fait, des pertes. Bah, la bien sûr, ils socialisation ont des pertes. mutualisé, voilà. Voilà. Avant, en fait, ils ont voulu fusionner la Deutsche Bank avec la BNP. Ça, Alors, oui. Dieu merci, Ça s'est pas fait. ça s'est pas fait. Et maintenant, c'est le ministre des Finances allemand, carrément, qui monte au créneau. Il veut que toutes les banques françaises, italiennes, espagnoles, Ouais. etc., viennent, en fait, en solidarité, évidemment. Oui, C'est le bon plan, ça. Oui. Tiens, on va faire faillite, je demande la solidarité. C'est la socialisation des pertes. 45 fois le PIB de l'Allemagne. À part ça, ça va, quoi. Tout va bien. Et alors, attends, il y a autre chose là-dedans. Ce qui est génial, en fait, c'est la désinformation du journal Le Monde. Hein, parce que Le Monde a fait un papier, et en fait, au lieu de vous dire que c'est une véritable catastrophe, ils essayent de vous vendre l'union bancaire en repompant le Financial Times en plus. Hein, Ouais. voilà. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, Le Monde n'est même plus foutu d'aller à Francfort ou en Allemagne faire des papiers. Il se contente en fait de repomper le Financial Times. Hein, voilà. Et- Ça, et c'est Le que- Monde, c'est le que- journal que Le nous Monde. dit sur cette affaire le Financial Times? Ben, en fait, ils vous disent qu'aujourd'hui, en France, les clients sont protégés jusqu'à 100 000 euros en cas de faillite vrai. de leur banque. C'est pas vrai? Ouais, ça me fait, franchement, pas vrai. bon, évidemment que c'est pas vrai. Attends, à mon avis, chaque Français est garanti à 40 euros. Ça doit être le maximum, pas 100 000. Bref, comme l'y oblige une directive européenne, ces contributions devront être renforcées à l'horizon 2024. Afin qu'entre zéro fin, blablabla, ce qui portera les réserves du Fonds général de résolution entre 5,5 milliards et 9 milliards d'euros. Mais ça ne suffit jamais dans le sens que la faillite de la Société Générale. Bon, peu importe. Le Monde se garde bien de vous expliquer pourquoi Olaf Scholz, donc le ministre, veut l'union. Évidemment, l'article vous explique que tout ça, c'est très bien et que ça suit son cours. Voilà. D'ici la fin de l'année 2019, les pertes de la Deutsche Bank seront de l'ordre de 5 milliards ou moins. Et on ne parle même pas de ses engagements en CDS Oui. de la banque qui font que cette banque est juste un zombie. Voilà. Et donc, et n'oubliez pas, c'est ce que dit Michael Snyder. Il dit qu'en fait, la Deutsche Bank, aujourd'hui, c'est ce qui fait tenir l'Europe encore. C'est-à-dire, en cas d'explosion de la Deutsche Bank, tout vole en éclats, tout vole dans les airs. Parce que personne ne voudra, aucun État, je ne vois pas pourquoi les Espagnols vont venir sauver la Deutsche Bank, je ne vois pas pourquoi les Grecs
Faut venir sauver la LOL. Non, mais ce serait drôle. Ce serait drôle. Grecs. Les Allemands qui les ont bouffés, qui les ont fouettés, qui les ont ruinés, qui les ont torturés. Et maintenant, les mecs, ils osent demander l'Union européenne, la solidarité européenne, mais que même les Grecs viennent sauver la Deutsche Bank. Ouais. Mais c'est abusé, quoi. Comment le pourrait-il ? C'est abusé. Comment le pourrait-il, de toute façon ? Non mais attendez, vous savez que les taux d'obligations grecques sont devenus négatifs. Ouais. Attends, la Grèce. Ouais. Attends, mais je me souviens qu'en 2011-2012 avec Laurent sur la radio ici maintenant, on donnait les taux d'intérêt des obligations grecques. Vous savez à combien c'était ? Certainement très élevé, non ? 40%, oui. 50%. J'ai même vu du 80% à 3 mois. Et c'était logique. Il fallait attirer absolument les capitaux. 80%. Les mecs qui se sont fait des bips en or, c'est le cas de le dire. Oui. Hein, et c'est Goldman Sachs, Deutsche Bank, etc. qui se sont fait des bips en or, là, pour le coup. C'était logique. Mais ça leur a pas porté chance, cette affaire. Non. Oui, vous avez vu que, justement, Goldman Sachs commence à avoir des soucis aussi. Hein. Mais attendez, tout le monde tout le monde peut forcément pas avoir des soucis avec les taux négatifs. Ouais. Je veux dire, on en a parlé ensemble il y a de notre émission précédente. Hein, le modèle bancaire est mort. C'est tout, c'est simple, clair et net. Je veux dire, j'en parle depuis des années maintenant. Les taux négatifs, ils peuvent plus. Et d'ailleurs, juste, je fais un constat. Alors, j'en profite pour le dire à nos spectateurs, c'est que depuis le mois de septembre, grâce à tous les mails toutes mes rencontres dans toute la France avec nos lecteurs et spectateurs, j'ai constaté une détérioration soudaine de l'ensemble des services bancaires. Ah oui, c'est très net. LCL, Crédit Agricole, Banque Postale, n'en parlons même pas, ils sont hors catégorie. Oui, champion. Ils sont hors catégorie. Champion. Ah mais justement, vous avez des rubriques, c'est intéressant dans votre revue de presse, qui s'appelle In Vivo. C'est-à-dire, c'est le vécu, In Vivo, oui, c'est ça, le vécu de nos concitoyens dans leur rapport avec les banques. Plus rien ne fonctionne. Il n'y a plus que la seule banque dont j'ai moins de plaintes, on va dire, c'est la BNP. Hein, toujours, j'ai toujours raison de dire c'est la moins pire de toutes. Je répète, c'est pas la meilleure, hein, c'est la moins pire de toutes. C'est la plus grosse, hein, comme vous le savez. Ouais, oui, mais attends, Jean-Pierre Chevalier a fait une analyse, il faudra qu'on y en... Mais la taille de bilan de la BNP est supérieure au produit intérieur brut français. Hein. Ouais, attendez, vous avez pas vu Natixis, hein. Alors oui, mais justement, parlons de Natixis. Parce que alors là, Natixis, attention, là, on a affaire à des cadors, hein. Oui. Les banquiers de la Natixis, hein, dans le genre bande d'escrocs, là, c'est très très fort, hein. C'est vraiment très très fort, hein. Bon, bref. Donc le service bancaire est en train de mourir. Oui. Je le vois se désagréger. Et vous savez pourquoi ? Parce que d'une part, les banques n'embauchent plus. Voilà. C'est-à-dire que les départs à la retraite ne sont pas renouvelés. Donc, si vous voulez, quand les départs à la retraite ne sont pas renouvelés, donc on fait monter les personnes qui ont de l'expérience, on les fait monter d'un cran. Et du coup, et comme ils n'embauchent pas, à un moment donné, il y a une place vide. Hein, il y a une place vide. Oui, et il y a des centaines de milliers de places vides. Mais ces places vides, on pense les occuper avec le numérique, avec une relation numérique avec les clients. Et ça marche pas bien. Non, ça marche, mais ça marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Bref, et je vois la désagrégation du Crédit Mutuel CIC. Alors là, c'est une et surtout le groupe BPCE. Hein, là, des In Vivo, on en a un paquet là sur la rue de presse. Vous en avez repéré quelques-uns. J'en ai repéré plein. Tentative de fermeture d'un PEL. Un plan d'épargnement. Le mec veut fermer un plan d'épargnement. C'est Kafka. Le mec qui veut récupérer son assurance vie. Non, c'est Kafka. Alors, le mec, il dépose 50 000 euros. Ouais. Il dépose 50 000 euros d'un héritage. Et le mec se retrouve à découvert. Oui, c'est ça, voyez la rubrique In Vivo, mais vous avez raison, il y a une dégradation du rapport. Totalement. Mais c'est en rapport, si vous voulez, avec tout. C'est-à-dire que le système est en train de s'arrêter. Oui. On le voit. Oui. Et d'ailleurs, c'est simple, on le voit avec les assureurs vie. Parce que de mon expérience de 11 ans de cette crise, c'est la première fois en l'espace de 3 semaines qu'on voit 3 grosses entités d'assurance vie en train de se... on se recapitalise. Vous savez, c'est simple, c'est quand une banque veut se recapitaliser, ça veut dire qu'elle est en faillite. La banque Palatine a été sauvée. Oui. Elle s'est recapitalisée. Le directeur
directeur devrait être, je l'ai dit, le directeur de la Banque Palatine devrait être interdit de chéquier. Il devait être noté, fiché Banque de France, bande d'enfoirés. Hein, il avait un trou de 250 millions d'euros. Ouais. C'est énorme. Et les mecs, ils se prennent 10 millions de bonus. Bonus. Voilà. Alors, vous avez évoqué Natixis. On va quand même en parler de Natixis. Notre ami Jean-Pierre Chevalier, je recommande d'aller voir sur... mais il a fait un très très bon travail là sur... il y a tous les bilans qui sont sortis. Voilà. Hein, les résultats de troisième trimestre, blablabla. Et donc là, c'est le Torquemada des bilans bancaires. Le Torquemada des bilans bancaires. Jean-Pierre Chevalier, regardez ça, c'est quand même intéressant. Distribution de dividendes. 0,78 € pour un cours de 4,10 €. Non mais attendez, c'est pas mal ça. Non mais attendez, ce que montre Jean-Pierre Chevalier, c'est que la Société Générale, les autres, achètent les actionnaires pour qu'ils ferment leur gueule. Pardon. Voilà, c'est tout. Alors tiens, je vous donne un exemple. Je vous lis brièvement. Donc ça, c'est du 11 au 15 novembre. Hein. Vous allez retrouver le grand papier. Vous avez surtout à aller sur son site. Mais vous avez les liens directs de ces papiers, puisqu'il en a fait 5 ou 6. Hein. Alors, sur la Société Générale, la capitalisation boursière de l'ASG est de l'ordre de 25 milliards d'euros. Seulement, alors que le montant des capitaux propres, tangibles, publiés est de 44 milliards, ce qui était considéré comme la valeur à la casse d'une société au bord de la faillite. À titre de comparaison, et c'est là je me marre, c'est là où je suis pas d'accord avec lui, mais pour d'autres raisons. Pour un total des actifs peu supérieur à celui des banksters de la Société Générale, la capitalisation boursière de la Wells Fargo, alors qui est une belle bande de banques d'escrocs. Alors attends, parce que eux c'est au-dessus c'est le soleil en temps d'escroquerie, est de 227 milliards de dollars avec des capitaux propres tangible de l'ordre de 200 milliards. Voilà. Donc il dit... Bon, Jean-Pierre Chevalier se moque de savoir que la Wells Fargo a volé ses clients. Oui. Mais il dit le bilan est bon. S'il se contente de lire le bilan, il a raison. Ouais. Moi, ça, c'est un truc de comptable, hein, c'est un truc de financier. Alors ensuite... alors voilà ce qu'il dit, les banksters de la Générale ne survivent que grâce à un taux de distribution stratosphérique de 8,51%. Hein, le miracle se poursuit. À ce jour, aucune des big banks européennes too big to fail n'a fait faillite. Les banksters de la Société Générale publient des comptes édulcorés sur leurs comptes pour cacher des cadavres dans leurs placards. Mais les bons investisseurs ne sont pas dupes. Voilà le rapport complet avec les PDF. Voilà. Et ça reflète vous savez ce que j'ai fait sur la colonne droite de quotidien.com avec emplois. Voilà. Non. Pardon. L'action de la Société Générale en 2007 pardon, oui. Et le prix en 2019. Voilà. Alors sur la BNP, alors écoutez bien parce que ça c'est intéressant parce que quand je vous dis que c'est la moins pire de toutes, hein, BNP Paribas est encore et plus que jamais au bord du gouffre. Il y a un ange qui passe. Un ange passe. avec des bilans comptables sur le dos. Oui. Depuis, elle a fait un grand pas en avant. Voilà, au bord du gouffre, car d'après les données publiées, son effet levier réel atteint 43,31. Voilà. C'est énorme. Ah, bien sûr que c'est énorme. Beaucoup trop. Voilà. Alors, il dit normalement Lehman Brothers a fait faillite avec un effet levier de 32, je crois. Ouais. Je sais plus où il a mis ça. Bref, comme en 2012, BNP Paribas sont à la merci des big banks américaines qui peuvent arrêter de les approvisionner en dollars, ce qui précipiterait leur chute, et c'est possiblement ce qui est sur le point de se produire aux États-Unis, où de mystérieuses banques ne doivent leur survie qu'au sauvetage de la Fed avec les repos, la fameuse opération de repos qu'on a vue, les repossessions. Voilà. Les conséquences sont alors très graves, car le total des actifs BNP est supérieur au PIB de la France de 2427 milliards j'ai dit 2300 d'euros. Voilà, vous ne vous êtes pas trompé. Voilà. Alors tiens, Crédit Agricole. N'oublions pas le Crédit Agricole. Les dirigeants du Crédit Agricole sont comme les autres banksters. Ils ne font absolument rien pour assainir leur situation et pire, ils continuent à l'aggraver. Le total des dettes du groupe Crédit Agricole correspond à 26 fois le montant de ses capitaux propres tangibles réels, ce qui est loin des exigences de ce bon vieux Greenspan qui lui demandait 10 fois 10. Et des effets leviers atteints par les grandes banques américaines. Voilà. C'est quand même remarquable. Et alors, Eddy
Alors, en ce qui concerne la Deutsche Bank, la situation de la Deutsche Bank est catastrophique avec un effet levier de 39 en aggravation par rapport au trimestre précédent, en tenant compte des pertes, etc., sur les prêts qui ne sont pas remboursés. Voilà. Alors, il est difficile de comprendre les décisions prises par les dirigeants de la Deutsche Bank depuis ces dernières années, car l'effet levier continue à se détériorer. Pour rappel, la banque des frères Lehman a été déclarée en faillite à un leverage de 32. Et donc 32 versus 39 versus 50, parce que 50, c'est la Natixis. Oui, alors Natixis. Alors allez-y, je ne sais pas si vous avez le papier de la Natixis. Non, c'est vous qui l'avez mangé. Oui, on s'est un peu mélangé les pinceaux là, on a tellement d'infos. Vous l'avez non, mais c'est énorme, c'est absolument énorme, c'est scandaleux même. Ils battent le record du monde. Donc tout à l'heure, je disais que, reprenant Jean-Pierre Chevalier, ils ont accordé un dividende de 0,78 € pour un cours de 4,10 € donc, de la banque. Oui. Leurs engagements notionnels sur les produits dérivés se montent, alors produits dérivés, se montent à 5 300 milliards d'euros. C'est plus du double du PIB français pour une seule banque. Non, mais la Natixis, en plus, a plusieurs trilliards ils sont bringués dans les CDS. Oui. Et surtout, ce sont les banques qui sont derrière. Et moi, je rappelle que Dexia, c'est un peu la même chose. Il n'a pas fait les comptes de la Dexia, mais on ne doit pas être très loin non plus. Et c'est la Banque Postale qui est derrière, qui est adossée à la... Moi, je me souviens que les Américains avaient tordu le bras de Sarkozy, du gouvernement français, pour obliger à mettre le gouvernement français derrière en garantie de la Dexia. Oui, bien sûr. Oui, on l'avait vu ça. Évidemment, 5 300 milliards de produits dérivés par rapport à la Deutsche Bank, c'est rien, puisque nous sommes à 43 000 non mais attendez. Milliards d'euros. Il suffit que Wall Street perde 10% pour que ça déclenche un effet domino. Vous savez, c'est un peu le mec qui a une grenade et qui lance sa grenade dans un dépôt de munitions, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu l'idée, quoi. Tout le monde voit tout de suite clairement de quoi je parle. C'est chaleur et lumière. Je plaffe, il n'y a plus rien. On peut manger par terre après. Oui, voilà. Mais ce qui est extraordinaire quand même, c'est que si vous écoutez des informations ordinaires... Mais ils vous disent rien. Ils vous disent non, attends, c'est mieux. Mais attends, ce matin, je regarde BFM pour m'amuser. Et vous les aimez, vous les aimez. Non, mais c'est génial. Non, mais il faut les regarder pour savoir surtout de quoi ils ne veulent pas parler. Bien sûr. Voilà. C'est exactement ça. Mais alors, en fait, ils ont tellement peu d'infos maintenant, ils donnent plus rien, et ils ont tellement peu de pubs qu'ils sont obligés de passer la même pub 4 fois d'affilée dans la même séquence. Oui, 4 fois d'affilée, les mêmes séquences de pubs, ils ont plus rien. Ça devient lassant. Ils ont plus rien. Et attends, et avec le Peugeot qui va appartenir aux Américains, à mon sens, ils n'auront plus tellement de pubs non plus, parce que BFM ne survit que grâce au gouvernement français et grâce à Renault, aux pubs que lui donne Renault, Peugeot et toutes les... Alors là, j'ai vu la dernière pub, c'est buvez de l'eau. Il faut vous hydrater. Ouais. On se demande comment le peuple français, depuis 1789, est parvenu jusqu'en 2019 sans boire de l'eau. Oui, franchement, c'est une question qu'on se pose. Pourquoi le gouvernement a besoin de faire des pubs sur BFM en disant « Ah, monsieur, il faut boire de l'eau, il faut vous déhydrater, machin, bidule, parce que votre corps en a besoin. » On s'occupe beaucoup de notre corps en ce moment. Oui, c'est ça. Alors, vous pouvez manger, machin, manger ceci, manger cela. Mais attends, pour l'instant, ça ne fait que remplir les caisses de Monsieur Draghi. Ouais. Monsieur Draghi, je rappelle, propriétaire de BFM-VC, qui a renoncé à sa nationalité française. Drahi, pardon. On s'en fout. On n'est jamais trahi par les siens. Exactement. Bon. Il a renoncé à sa nationalité française pour prendre la nationalité israélienne. Et malgré ça, Macron lui a donné SFR. Et c'est BFM qui a fait élire Macron, ne l'oubliez jamais. Voilà. Alors, puisqu'on aborde l'information et la presse, c'est important de le rappeler. On va terminer sur une information qui concerne nos confrères journalistes. C'est quand même que le Crédit Mutuel est propriétaire de la presse quotidienne régionale. On en a parlé avec Martial, absolument. Mais malgré ça, là, c'est marrant, là, ça devient vachement dur de sortir le chéquier. Ah oui, c'est fou. Crédit Mutuel, parce que, en même temps, il y a 400 journalistes qui vont voler là, du groupe Ebra. On en a parlé avec Martial dans le spécial l'Alsace, le bien public, le Dauphiné libéré, dernière nouvelle d'Alsace, l'Est républicain, le journal Saône-et-Loire, le Progrès, le Républicain Lorrain, etc., Vosges Matin. Bref,
là aussi, même les journalistes, est-ce qu'ils vont comprendre? Non, c'est pas même les journalistes. Les journalistes, ça fait depuis 15 ans, qu'est-ce que je dis? Oui, depuis 12 ans, ils sont systématiquement virés, jetés, les uns après les autres. Un, parce qu'ils ne donnent pas d'infos, donc du coup, ils n'ont pas de pub, parce qu'il n'y a pas de lecteur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein, voilà. Voilà. En revanche, moi, je voudrais vous parler de ceci. On va finir là-dessus. Le président de la Banque Postale, Ah oui, j'ai vu ça. la banque la plus pourrie au monde, figurez-vous, mon cher Olivier, est chevalier des arts et des lettres. Des lettres. Ouais. Ben oui. Waouh! Alors là, quand j'ai vu ça, je me dis, attends, c'est quoi le délire là? Alors, pour bien comprendre, j'ai dit, il a écrit un livre, le monsieur. Non, il a écrit quelque chose, monsieur Weber, Rémi Weber, hein, il s'appelle Rémi Weber. Hein, voilà, il a écrit un film. Hein, il a fait un film, il a joué dans un... Pas du tout. Figurez-vous qu'il a obtenu ce titre pour être mécène, délivré par le ministre Frédéric Mitterrand. Alors déjà, tout ce qui est donné par Frédéric Mitterrand, il faut faire attention, il faut serrer les fesses. Là, oui. C'est comme on dit. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je dis ce que je dis, je suis assez clair. J'ai compris. Alors, extrait, attends, je vous donne l'extrait du site du ministère de la Culture, parce que quand j'ai lu ça, j'ai halluciné. Alors, monsieur Rémi Weber, mécène, voilà. Ensuite, il est accompagné de madame Michèle Villemur, née Macdonell, journaliste spécialisée en art culinaire. Ok. Bon. Monsieur Robert Weiss, auteur-compositeur de chansons alsaciennes. Bon. Ok. Monsieur Widmeyer Picasso, collectionneur. Et madame Zilberstein, actrice. Bon, à la limite, ok. Donc, elle est chevalier. Ils sont tous chevaliers des arts et des lettres du 18 janvier 2011, signé par Frédéric Mitterrand. Alors, précision, monsieur Weber n'était pas encore PDG de la Banque Postale, mais directeur général du CIC, Lyonnaise de Banque. Hein. Le monde est petit, hein. C'est marrant. Ceci vous montre que ces décorations ne sont là que pour faire briller les égos, en particulier de ceux que le public, lui, ne distingue pas. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, je ne savais pas qu'on pouvait être distingué par le gouvernement français pour être journaliste de recettes de cuisine. ou pour être compositeur de chansons alsaciennes. Hein, c'est très bien, hein, mais bon, je vois pas en quoi il change. Bon, impressionnant. Mais pourquoi pas? Les banquiers ont toujours été des grands mécènes, mais vu leur état de décrépitude actuel, c'est vous, chers spectateurs, lecteurs, Olivier, c'est vous et moi qui sommes leurs mécènes. À ces banquiers, en particulier de la Banque Postale. Et c'est justement là que se trouve l'ironie. Hein, c'est vraiment important. Puisque le peuple français a sauvé les banques en 2008, c'est lui qui devrait être distingué par cette décoration pour avoir sauvé ces deux banquiers. Non, j'ai rien dit. Voilà. Donc non, mais c'est quand même incroyable, quoi. C'est quand même incroyable. Le mec est mécène. Tiens, je te file 200 000 euros. Tu vas mettre en gros Banque Postale. Ça y est, le mec, on lui file son petit ruban. C'est génial. Pourquoi pas? C'est les arts et des lettres. Hein, c'est pas la Légion d'honneur. Mais nous allons finir. Mais que vient faire un banquier dans les arts et des lettres? Oui, mais bien sûr. Il a écrit quelque chose? Non. Hein, à part un relevé de compte? Oui. Alors. Ou une lettre recommandée aux gens en disant vous êtes à découvert. Non mais c'est ça, c'est le seul truc que le mec ait jamais écrit quoi de sa vie. C'est des lettres recommandées pour leur dire veuillez couvrir votre compte au temps du mois. On appuie sur un bouton maintenant. Le mec, on lui donne la décoration des chevaliers des arts et des lettres. Non mais attends, tu n'y crois pas quoi. Alors, on vit un monde absurde. Mais les banquiers ont pris le pouvoir total quoi. Mais comment est-ce que j'ai commencé? J'ai dit voyage en absurdie. Non mais c'est vrai. Voilà. C'est vrai, j'ai pas fait exprès là pour le coup. Voyage en absurdie. Voilà, mais c'est les banquiers qui sont décorés du truc, alors que c'est nous qui les sauvons quoi. Ouais. C'est nous qui sommes le peuple français aujourd'hui fait tenir ces banques debout. Oui. Parce que nos salaires tombent dessus tous les mois et parce qu'ils se servent dessus. Vous savez de combien ont augmenté entre 2008, l'explosion Wall Street, et aujourd'hui, tout ce qu'ils nous prennent, 1000%. 1000%. Voilà. C'est bizarre qu'ils ne disent pas merci. Non, mais en plus, attends, je veux dire, le moindre truc, ils vous envoient un SMS. Attends, j'ai vu des banques attends, c'est 15 € le SMS. Non, mais c'est abusé, quoi. Simplement dire au mec qu'il a découvert, quoi. Ouais.
Voilà dans quel monde on est. C'est-à-dire qu'on est esclave, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger. On est obligé d'avoir un compte bancaire. Oui, et la banque en profite de cette situation pour être la première à se servir sur le compte. Hein. D'ailleurs, l'État lui-même s'est mis en première ligne parce que comment on appelle ça, les avis à tiers détenteurs. Oui, les fameux avis à tiers détenteurs. Alors ça, les banques se frottent les mains parce que dès qu'elles ont un ATD, comme elles appellent ça, c'est 100 € de plus. Boum. Et je crois que maintenant, il y a un pourcentage qu'elles vont prendre grâce à Macron. C'est Macron qui leur a fait cette facilité de caisse. Merci en Macron. plus. Merci Macron. Tiens, en fait, vous savez quoi? Il a voulu faire passer, les enfoirés d'En Marche, ils ont voulu faire passer une nouvelle taxe, pardon, de télévision, de redevance télévision. Alors, non pas parce que vous avez un poste de télé, mais en fonction du nombre de gens qui regardent. Alors vous avez une grande famille, vous êtes au moins 20 chez vous. Alors là, je vous raconte pas la taxe que vous allez payer. Alors, les gens se sont révoltés, donc là, ça ne passera pas. Mais ils en sont là. Hein. Ils sont en train de... Tout ce qu'ils font, c'est inventer de nouvelles taxes, des nouveaux impôts. Voilà. Parce que ces mecs-là sont payés entre 10 et 15 000 € par mois, donc ils veulent le garder à tout prix. Ils disent voilà, trouve-nous de nouvelles taxes, ils le font. Au lieu de défendre le peuple français. Voilà ce que font les députés aujourd'hui. Je mets tous les députés En Marche, pour moi, sont des traîtres maintenant. Tout ce qui est En Marche sont des traîtres à la France. Et sincèrement, j'espère que le peuple français va se révolter. Parce que le mouvement des Gilets jaunes est mort. Oui et non. Enfin, oui et non, mais il va renaître beaucoup plus violemment. Postérité. Parce que le taux négatif... Oui, non mais ça on l'a vu, si vous voulez. Sûr. Les gilets jaunes, c'est un peu, vous savez, comme la boule de neige qui se transforme en grosse boule avant de se transformer en avalanche. C'est-à-dire que ce sont des mouvements de colère qui vont morpher, qui vont se transformer en quelque chose de beaucoup plus... Oui, bien sûr. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr, mais lorsqu'il s'était agi de mettre quelques images sur l'indicatif de politique et économie, j'avais demandé qu'on mette les bonnets rouges. Oui. Parce que ça me paraissait, bien que très localisé en Bretagne, ça me paraissait tout à fait caractéristique de quelque chose qui allait s'amplifier en France. Nous avons eu aussi les Gilets jaunes, qui cette fois n'étaient plus en Bretagne, mais sur toute la France. Et nous aurons quelque chose de plus grand encore. Parce que ça ne peut pas... Parce qu'ils n'ont pas compris. Voilà. Ils n'ont pas compris. La République En Marche, les députés, dans leur inculture, leur ignorance, leur aveuglement, n'ont pas compris, et leur arrivisme, leur opportunisme, n'ont pas compris que la révolte... En plus... Il y a eu globalisation, il y a eu mondialisation, mais il y a mondialisation de la révolte aussi. C'est très frappant. Ah ben j'en ai parlé dans la revue de presse, bien sûr. Au Liban, les mecs qui veulent taxer WhatsApp. En Arabie Saoudite, les princes dégénérés. C'est la même chose. Ils veulent faire taxer la chicha. Oui, la chicha. La chicha, le mec qui a bossé 12 heures sur son chantier, le mec il veut se reposer en fumant sa chicha, t'as le prince saoudien, ah ben non, c'est 100% de taxes en plus. Voilà. Wow. Non, mais là, on voit que les ultra-riches qui possèdent le pouvoir sont en train de massacrer le peuple. Ouais. Et en fait, tant que le peuple ne se révolte pas, ils vont continuer à le faire. Ouais. Enfin, les révoltes, on les voit maintenant, ça commence. Mon cher Pierre, pas tant que ça, malheureusement. On se reverra. Voilà. En tout cas, chers lecteurs, malheureusement, on a eu tout ça. Oui, on n'a pas pu l'aborder. Donc, je vous invite à lire tout ça sur quotidien.com. Et je vous retrouve dans nos signatures. Je crois que c'est Évreux. Évreux-Normandville, et ensuite Lourdes. Là, attention, Lourdes, il y aura des miracles, là, je le sens. Bon, eh bien, Dieu vous entende. Exactement. Et puis ensuite, vous irez à Saumur. J'ai vu au printemps. Ça, c'est au mois de juin, au mois de juin, dans un cadre noir. Voilà. Forcément. Bien, très bien. Chers téléspectateurs, à très bientôt. Merci à vous. Merci Pierre. À bientôt.